Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique du phishing et des risques numériques. Je suis Lise Poirier, je suis chargée de mission e-santé au sein de l'URPS Médecins Libéraux et animatrice de la session pour aujourd'hui. Ce webinaire, il fait suite à une campagne pédagogique de phishing qui a été envoyée courant mai sur les adresses email des médecins libéraux et qui a été réalisée en partenariat avec le GCS SARA. Également présent aujourd'hui pour apporter son expertise en matière de cybersécurité. Au programme de cette heure, un retour chiffré sur les résultats de la campagne, les enseignements clés à en retirer, les réflexes à adopter pour se protéger efficacement et quelques ressources qui sont utiles pour poursuivre la sensibilisation en cabinet. Enfin, on vous propose un temps dédié aux questions-réponses à l'issue de la session. Quelques petites règles avant de démarrer pour que tout se passe bien pour tout le monde. On vous remercie par avance de conserver vos micros coupés juste pour bien s'entendre. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos questions dans la partie Q et R qui est disponible dans le bandeau supérieur de votre écran. Vous pouvez y stocker donc toutes vos questions et nous, on prendra un temps pour répondre à toutes les questions que vous aurez pu poser dans ce canal. Pour la suite de la session, on vous informe que la session est enregistrée et qu'elle sera disponible ensuite en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez besoin de reconsulter les éléments. Et également, toutes les questions que vous allez pouvoir poser, les interventions que vous allez pouvoir faire vont alimenter une FAQ que l'on pourra publier aussi sur notre site internet pour continuer à alimenter les ressources disponibles. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec déjà un rappel bref sur le contexte de la campagne de phishing qui a été envoyée le 22 mai dernier. Elle a été envoyée sur tous les mails des médecins libéraux de la région, sauf les mails établissements, pour éviter un peu la crainte des responsables établissements et éviter les inquiétudes. On a conservé les mails hors établissement. Donc, comme évoqué précédemment, la campagne a été travaillée en partenariat avec le GCS SARA, donc, que nous remercions chaleureusement et plus particulièrement Monsieur Labarre, ici présent, référent cybersécurité au sein du GCS et que je remercie particulièrement pour l'aide apportée tout au long de l'opération. Nous avons imaginé ensemble un mail provenant d'un faux laboratoire d'analyse médicale hospitalier et qui invitait le médecin à consulter les résultats d'un patient en cliquant sur un premier lien qui menait vers un site web qui se voulait finalement être celui du laboratoire. Et sur ce site, le médecin avait la possibilité de cliquer sur un bouton pour télécharger le résultat du patient. Donc, cette campagne-là, elle s'ancre vraiment dans une démarche pédagogique qui ne ciblait pas et qui avait vocation à sensibiliser les médecins, leur donner un petit peu les bonnes clés et les bons réflexes pour éviter les pièges, à la fois en tant que professionnel au cabinet, mais aussi en tant que citoyen au quotidien. Je vais céder la parole à Monsieur Labarre qui vous présentera le bilan chiffré de cette action, les éléments qui auraient pu alerter et les bons réflexes à acquérir pour éviter les pièges. Merci, bonjour à toutes et à tous. Lise, est-ce que vous pouvez me repasser présentateur? Je ne suis plus présentateur. Je vous passe présentateur tout de suite. J'ai dû faire une fausse manipulation. Ah. Hop, voilà. Ça devrait être bon. Merci. Je vais repartager du coup ma fenêtre. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon diaporama? Pour l'instant, il ne Lise, vous s'affiche voyez? pas. C'est bon. Parfait. Donc je vais vous présenter un petit peu les statistiques de la campagne, je vous donne un petit peu quelques chiffres.
cette campagne un petit peu ambitieuse. Donc en mai, nous avons envoyé près de 8800 mails donc à différents médecins libéraux. Sur ces 8800, on en a 4500 qui ont été ouverts, donc d'autres qui ont pu partir dans les spams de vos boîtes aux lettres ou qui n'ont pas du tout été ouverts. Donc on va s'intéresser vraiment à ces 4500 que vous avez donc ouverts et lus. Et sur ces 4500, on en a à peu près euh, un tiers où le lien contenu dans le mail a été cliqué. Donc c'est ce que l'on peut voir sur la partie en bas à gauche, donc le mail que vous avez reçu avec un lien pour télécharger une pièce jointe. Donc à peu près un tiers des personnes ont cliqué et sur ce tiers, les 2 tiers sont allés jusqu'au bout du piège, c'est-à-dire que le mail renvoyé vers un portail se présentant comme un portail de laboratoire d'analyse médicale qui était un faux, sur lequel il était possible de cliquer pour télécharger le résultat ou renseigner une adresse mail et, euh, et des identifiants. On est sur plutôt la moyenne de ce qui se fait habituellement sur ce type de campagne, c'est-à-dire qu'une majorité d'entre vous n'aura pas cliqué, ne se sera pas fait piéger. Il y aura quand même un tiers des personnes qui auront cliqué sur le piège. Nous avons voulu faire une campagne assez réaliste et ne pas mettre d'éléments trop évidents euh, dans cette campagne pour vous montrer aussi un petit peu ce qu'il était possible euh, de recevoir aujourd'hui comme type de mail. Certains sont très facilement reconnaissables, d'autres un peu moins. Cela n'était pas toujours évident, il n'était pas toujours évident de les reconnaître, mais on va vous donner un petit peu quelques astuces et les petits éléments qu'il était possible de détecter dans ce mail. Justement, on va passer au petit point à reconnaître dans ce mail. Un point important pour reconnaître le phishing, c'est le contexte d'abord. C'est surtout et avant tout le contexte. Reconnaître un mail de phishing, c'est très peu finalement un sujet technique. Est-ce que le contenu, est-ce que le ton du message vous semble un petit peu bizarre? Est-ce que c'est typiquement ici, est-ce que c'est normal de recevoir des résultats d'analyse sur votre boîte mail classique? Est-ce que vous connaissez cet expéditeur, ce logo, etc. Donc, vous pouvez avoir des impressions, une intuition, quelque chose qui peut vous allumer une alarme dans votre tête. Euh, et l'idée, c'est de l'écouter parce que dans 99% des cas, si c'est bizarre, c'est qu'il y a une arnaque derrière. Et c'est justement sur ça que s'appuient les cybercriminels. C'est-à-dire que ils veulent vous pousser à aller suffisamment vite pour ne pas prendre le temps d'écouter votre intuition. Aujourd'hui, dans nos rythmes de travail parfois un petit peu effrénés, on reçoit beaucoup de mails et on clique assez vite. Rien que prendre un petit peu du recul et de prendre le temps de s'interroger, ça permet de déjouer la plupart des mails de phishing. Et puis une fois qu'on a fait ça, si on a un petit doute, on peut commencer à regarder dans le détail. Le mail prend un petit peu du temps. Typiquement ici, donc c'est vraiment celui qui a été utilisé dans le cadre de cette campagne. Ça vient de centre hospitalier, service laboratoire, avec une adresse mail secrétariat-centre hospitalier @santé.email. Quelle est cette adresse? Quel est cet expéditeur? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que ça vous permet d'identifier euh, quel est l'expéditeur? Finalement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient ici, de quel centre hospitalier. On a peu d'éléments, c'est assez peu précis, et ça peut vous alarmer, puisque habituellement, quand vous allez recevoir des emails, vous allez pouvoir savoir vraiment qui vous envoie ces résultats, plutôt par la messagerie de santé d'ailleurs, mais même pour d'autres sujets. Là, ça reste un petit peu flou. Et puis vous avez vous avez le lien sur lequel il était possible de cliquer. En passant votre souris dessus, vous allez voir du coup, le lien, la page web sur laquelle cela va vous envoyer. Est-ce que vous connaissez
cette URL santé.email. Ce sont des petits éléments que vous pouvez regarder. Le logo aussi, est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà reconnu? Est-ce que ça vous permet d'identifier l'expéditeur? Ce sont plein de petits indices qui peuvent vous donner quelques éléments. J'en parlais un petit peu. L'expéditeur, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous pouvez l'identifier? Est-ce qu'il vous a déjà écrit? Une petite astuce, c'est de prendre l'adresse mail et de la rechercher dans votre boîte aux lettres. Ça peut vous donner des indices. Si vous ne trouvez aucun mail en provenance de cet expéditeur, ça peut vous permettre justement de reconnaître une arnaque, surtout lorsque vous aurez une adresse qui va ressembler à quelque chose d'un petit peu existant. Il peut parfois y avoir juste une lettre qui change un caractère. Le fait de la rechercher dans votre boîte aux lettres, ça peut vous permettre de voir tout de suite que non, vous n'avez jamais reçu de mail de cette adresse mail. Parfois aussi, et c'est un petit peu le piège qu'il peut y avoir dans les mails de phishing, un de vos contacts connus peut aussi s'être fait cyberattaquer, s'être fait compromettre son adresse mail. Ce qui veut dire que vous pourriez recevoir un mail d'un de vos contacts avec son adresse mail, mais il s'agirait d'un cybercriminel qui serait derrière. Donc de la même manière, même si vous connaissez l'email, si le contenu vous paraît bizarre, si on vous demande des informations étonnantes, écoutez votre intuition et n'hésitez surtout pas à contacter la personne ou le service via un autre moyen de communication pour vérifier. Le téléphone typiquement. Puis ça pourrait permettre aussi à cette personne de découvrir qu'elle est elle-même victime d'une cyberattaque. Et même sujet pour les liens, en passant la souris sur le lien dans le mail, vous pourrez voir quelle est l'adresse, quelle est l'URL derrière, est-ce que vous la connaissez ou non. Et une bonne astuce finalement pour se prémunir de ces faux liens, c'est plutôt que de cliquer sur les liens dans les mails, c'est d'aller directement vous rendre sur le site sur lequel vous êtes sollicité. Là, on est sur justement un site de laboratoire d'analyse. Si vous avez l'habitude de travailler avec tel ou tel laboratoire d'analyse et que vous reconnaissez ou que vous identifiez tel ou tel laboratoire dans le mail, allez du coup plutôt directement sur le site du laboratoire que vous connaissez, plutôt que de passer par celui du mail. Là, ce sera la même chose pour les impôts, pour la poste ou autre. Allez plutôt directement sur le site des impôts plutôt que de cliquer dans le mail. Et ça, ce que je vous montre là, c'était le faux portail de connexion. Du coup, le faux portail de connexion, il y avait quelques petits indices. L'URL, du coup, qui n'était pas du tout une URL de laboratoire d'analyse. On était sur un site que l'on ne connaît pas, z6.tel. On pouvait voir justement chez CSRA, campaign, résultats d'analyse patient. Donc ça pouvait vous donner quelques indices. Et si vous passiez votre souris sur télécharger le résultat ou sur envoyer, vous auriez pu voir en bas du coup l'URL cible avec les mots-clés santé, libéral, phishing, pièce jointe. Quelques éléments qui auraient pu vous donner quelques indices. Dans un vrai phishing, ça ne sera pas toujours aussi évident, mais c'est aussi quand même une astuce de vérifier ces adresses, ces URL-là, si vous êtes bien sur le site sur lequel vous pensez être. Il y avait d'autres petits indices, par exemple, si vous aviez voulu essayer de cliquer sur « Vous avez oublié votre mot de passe », il n'y avait aucun lien derrière, il ne se passait rien. Souvent, les faux sites web vont créer des liens qui ne vont pas fonctionner. Vous ne pourrez pas cliquer dessus, les sites ne seront pas complets, simplement parce que les attaquants ne cherchent pas à faire l'effort de tout dupliquer. Ça peut aussi vous donner quelques idées. Ce que je disais du coup, regardez l'URL. La meilleure pratique, c'est finalement de ne pas cliquer dans le mail, mais d'aller directement sur le site que vous pensez avoir besoin de visiter. Certains cybercriminels savent reproduire des fausses copies avec des forts degrés de ressemblance. Donc allez directement sur votre site connu plutôt que depuis le mail de phishing. On va pouvoir maintenant passer du coup plutôt à des réflexes à adopter pour se protéger efficacement, mais de manière un petit peu générale.
Je ne sais pas s'il y a des questions Il y à a ce une stade. seule question à ce stade que je peux déjà Oui. relayer. Donc, c'est peut-il y avoir un risque dès l'étape d'ouverture de l'email? Non, non, non. Côté ouverture de l'email, l'ouverture de l'email ne présente pas vraiment de risque pour vos données, pour votre cybersécurité. Vous pouvez ouvrir un mail. Euh, les risques qui vont être présents, ça va être d'ouvrir une pièce jointe. Du coup, même si vous ne la téléchargez pas, ouvrir une pièce jointe, ça peut présenter un risque, et cliquer sur le lien dans le mail. Ouvrir le mail, vous êtes quand même plutôt bien protégé. Pas d'autres questions à ce stade, Lise? Pas de questions autres à ce stade. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner un petit peu quelques réflexes et quelques astuces pour vous protéger efficacement des cyberattaques d'une manière un petit peu générale, pas que sur la partie mail. Et pour ça, je voudrais commencer par vous expliquer un petit peu justement les motivations des cybercriminels. Ça vous donnera quand même quelques clés. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire et pourquoi? Qu'est-ce qui les intéresse? Il y a trois motivations principales qui peuvent vous cibler, vous, en tant que praticien. La première, ça va être le vol de données. On va essayer de vous voler des données, donc des données personnelles vous appartenant, votre nom, prénom, vos numéros de carte bleue, vos mots de passe, des informations médicales vous concernant, mais aussi des données de vos patients. Parce que ces données valent cher. Finalement, les cybercriminels les volent et vont les revendre à d'autres cybercriminels qui pourront les utiliser à d'autres fins. Et un dossier médical de patient absolument complet, ça peut monter jusqu'à 1000 euros suivant les profils sur le dark web. Donc c'est quand même assez juteux pour les cybercriminels. Donc ils revendent ces données-là qui peuvent permettre à d'autres attaquants de mener d'autres attaques, de faire des fraudes à l'assurance, etc. Donc ils revendent directement les données. Donc, ils essaient de vous les voler, ils les revendent. Le deuxième type de motivation, c'est ce qu'on appelle le rançongiciel ou ransomware. L'idée, c'est d'installer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone un logiciel qui va complètement verrouiller, complètement bloquer votre ordinateur. Vous ne pourrez plus l'utiliser. Et vous aurez un message euh, d'un criminel qui vous dira, si vous voulez récupérer l'accès à votre ordinateur, euh, voici la rançon à payer et par quel canal. Donc on fait du chantage finalement, on fait une rançon, on vous demande de l'argent pour récupérer l'accès à votre ordinateur, à votre téléphone, à vos données. C'est une des autres motivations. Et puis la troisième, simplement de l'escroquerie, essayer de vous soutirer de l'argent en, en essayant de vous voler directement sur votre compte en banque ou vous faire faire des paiements sur tel ou tel site en se faisant passer pour des sites légitimes. Et finalement, enfin, la motivation centrale dans tous les cas, c'est toujours l'argent. Donc vos données, ça a de la valeur. Vous faire chanter avec une rançon pour récupérer l'accès à votre ordinateur, à votre téléphone, ça a de la valeur. Et puis simplement vous faire des transactions en ligne sur des faux sites, vous pirater votre compte en banque, etc. Mais ça a aussi de la valeur pour eux. Et on va rentrer un petit peu dans le détail sur chacun d'entre eux. Sur le vol de données, quelles sont leurs méthodes? Principalement, il y en a deux. Le piratage de compte. Du coup, les cybercriminels vont essayer de se connecter à vos comptes en ligne, donc vos comptes mail, les comptes sur vos sites d'achat en ligne, tout type de compte où vous pourriez avoir des données personnelles. Ça pourrait aussi être vos comptes professionnels sur lesquels vous pourriez avoir des données médicales. Par exemple, en essayant de rentrer des mots de passe relativement simples ou en ayant réussi à voler d'autres données de mots de passe sur d'autres sites. Par exemple, vous créez un compte sur une boutique en ligne. Euh, Cette boutique se fait pirater. Euh,
les criminels arrivent à récupérer votre adresse mail et le mot de passe que vous avez utilisé pour cette boutique en ligne. Si ce mot de passe est utilisé sur d'autres sites, ils vont pouvoir essayer de les utiliser. C'est une des manières. Du coup, et ensuite, finalement, une fois qu'ils ont accès à votre compte, ils volent les données qu'ils ont accès à travers ce compte. Et puis on a le hameçonnage, c'est ce que l'on a fait dans cette campagne de phishing pédagogique, c'est vous envoyer un mail avec par exemple un formulaire ou un faux site qui va vous demander des informations, votre identité, votre adresse, vos mots de passe, des données bancaires en se faisant passer pour un site légitime, en se faisant passer pour votre banque, pour la gendarmerie, pour des impôts, et vous allez penser qu'il s'agit d'une vraie entité que vous connaissez, vous allez renseigner des informations, et finalement ils vont récupérer des données, et par exemple votre mot de passe. Et comment est-ce que l'on s'en protège? Il y a quelques manières assez simples. Une des premières, c'est d'activer autant que possible la double authentification sur tous les sites et services qui le permettent. La double authentification, c'est ce que vous avez par exemple lorsque vous essayez de vous connecter à votre banque en ligne. Vous recevez des notifications sur votre téléphone, mais il existe d'autres sites sur lesquels vous pouvez activer ce type de double authentification. C'est souvent le cas par exemple pour votre boîte mail. Et ça, on ne peut que vous conseiller de le faire pour votre boîte mail, puisqu'il s'agit d'un accès très critique. Finalement, vous aurez beaucoup de données personnelles dans votre boîte mail. Et puis finalement, quand vous vous inscrivez sur tel ou tel site en ligne, vous renseignez votre boîte mail. Et si vous cliquez sur mot de passe oublié, ça va vous envoyer un lien sur votre boîte mail pour réinitialiser votre mot de passe. Donc finalement, si un cybercriminel arrive à vous pirater votre boîte mail, il pourra avoir accès à beaucoup de sites. Je vous conseille de l'activer pour votre boîte mail. Vous pouvez l'activer aussi pour vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, par exemple, Facebook permet d'activer cette double authentification. C'est assez intéressant de l'activer pour justement éviter de perdre son compte et de donner accès à un criminel à toutes vos publications, tous vos messages privés et même d'essayer de pirater vos amis. Parce que c'est des choses qui peuvent se passer une fois qu'ils ont accès à votre compte. Ils vont essayer d'envoyer des messages en message privé à vos contacts en se faisant passer par vous avec des faux liens pour essayer de pirater vos amis à leur tour. Donc la double authentification est une très bonne manière de se prémunir du vol de mots de passe. La deuxième, c'est justement d'utiliser des mots de passe complexes et surtout différents pour chaque site et application. Si vous utilisez le même sur tous les sites, ça arrive assez régulièrement que telle ou telle boutique en ligne, tel ou tel site internet se fasse pirater. Et du coup, le mot de passe que vous aurez utilisé se fera pirater aussi. Si c'est le même sur différents sites, ça sera très facile pour un cybercriminel de pirater l'intégralité de vos comptes. Donc on ne peut que vous conseiller d'utiliser des mots de passe différents. On ne vous demandera pas de les retenir, ça n'est pas possible. Vous pouvez utiliser, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser même des coffres-forts, des gestionnaires de mots de passe, qui sont des petits outils qui vous permettent d'enregistrer les mots de passe que vous créez pour tel ou tel site. Alors, je ne vous parle pas de les enregistrer dans le navigateur. Ça, malheureusement, c'est très facile à pirater pour des cybercriminels, mais il s'agit d'autres outils spécifiques qui permettent d'enregistrer les mots de passe. Ou une autre manière, même si c'est un peu moins sécurisé, mais ça peut quand même convenir, c'est de les écrire, mais plutôt sur papier, mais dans un carnet. Pas sur un post-it sur votre bureau, mais dans un carnet que vous allez garder de manière sécurisée, pas juste à côté de l'ordinateur. Vous pourrez les mettre dans un tiroir fermé à clé, etc. Ça reste une pratique qui est acceptable pour pouvoir noter tous ces mots de passe. Il vaut mieux avoir des mots de passe complexes et différents sur chaque site écrit dans un carnet et vous protégez ce carnet, plutôt que du coup d'avoir le même mot de passe de partout ou des mots de passe très proches. Si vous changez une ou deux lettres, pour un cybercriminel, ça ne change pas grand-chose. Il pourra facilement, du coup, avec ses outils, le retrouver. Soyez vigilants sur les liens ou les points joints contenus dans les mails ou aussi dans les SMS. On l'a vu un petit peu plus tôt. Si vous avez des doutes, contactez directement l'organisme concerné, donc que ce soit par mail ou par SMS, pour vérifier qu'il s'agit bien de quelque chose de légitime. C'est pour vraiment se protéger de la partie phishing ou du smishing, qui est la même chose par SMS. Et
quelques conseils sur les sites en ligne ou services en ligne. On vous conseille de toujours ne communiquer que le minimum d'informations nécessaires. Et que malheureusement, les sites en ligne, les boutiques, etc., parfois vous demandent beaucoup d'informations, parfois de manière obligatoire. Donc vous faites comme vous pouvez. Mais si certaines informations ne sont pas nécessaires, ne leur communiquez pas. Ça évitera que si elles se font pirater, des attaquants aient accès à ces informations-là. Parce que vous n'avez plus finalement la maîtrise de la sécurité des sites sur lesquels vous renseignez des informations. Et d'ailleurs, suivant les sujets, suivant les boutiques, si on vous demande des informations personnelles comme votre date de naissance ou autre, suivant les cas, rien ne vous oblige à communiquer les vraies informations. Ça peut être aussi une astuce parfois. Et puis on vous conseille aussi d'utiliser donc la messagerie de santé sécurisée pour les échanges de données médicales. Typiquement les résultats laboratoires d'analyse, comme pour la campagne de phishing. Normalement, ça ne devrait pas arriver sur votre adresse personnelle, mais plus sur la messagerie de santé sécurisée. Sur la partie rançongiciel, on va rentrer un petit peu sur leur méthode. La principale, c'est le virus informatique. On essaye d'installer, le cybercriminel va essayer de vous faire télécharger ou essayer d'installer un virus informatique sur votre poste de travail et c'est ça qui va bloquer votre poste. Vous ne pourrez plus faire, plus aucun fichier ne sera lisible, plus aucune application ne pourra être utilisée. Et pour ça, ça peut être un lien dans un mail, une pièce jointe piégée, ça peut être un site web malveillant. Du coup, certains sites web sont des sites web avec peu de confiance où il peut y avoir pas mal de ce qu'on appelle de charges virales cachées derrière les pages et qui vont essayer d'installer des choses sur vos postes en téléchargeant des jeux logiciels ou vidéos piratés. C'est ce type de logiciels peuvent parfois contenir justement plus que le jeu, plus que le logiciel, peuvent contenir un petit peu de charges malveillantes et du coup vous risquez d'avoir votre ordinateur ou votre téléphone complètement bloqué. Une autre méthode un peu moins commune, ça va être l'arnaque au faux support technique. Ça va être justement d'essayer de vous contacter pour vous faire croire à un problème technique sur votre PC pour du coup le cybercriminel va vous proposer de vous dépanner. Alors soit il pourra vous demander directement de payer, soit il pourra vous demander d'installer un programme pour avoir accès à votre ordinateur et puis finalement en ayant accès à votre ordinateur et en installant un programme, du coup, il pourra mettre ce qu'il veut, et notamment un virus informatique. Comment est-ce qu'on s'en protège? Ça reste assez simple. On est sur des mesures assez classiques. Utilisez un antivirus sur tous vos appareils. Vérifiez qu'il soit à jour. Faire les mises à jour de vos appareils. Ce sont vraiment deux points importants. Ça ne protège pas de tout, mais ça protège d'une bonne partie de ce qui peut traîner, sur Internet. Utiliser un antivirus et faire les mises à jour de ces appareils. Sauvegarder régulièrement vos données. Du coup, là, on est plus sur un sujet de comment se prémunir, pas empêcher que ça arrive, mais si finalement votre ordinateur se fait pirater et complètement bloqué, si vous avez sauvegardé vos données ailleurs, finalement, tant pis, il faudra réinstaller depuis zéro votre ordinateur. C'est un peu pénible, mais vous aurez toujours vos données. Vous n'aurez pas besoin d'aller payer quelque chose au cybercriminel pour qu'il vous déverrouille. Et on peut vous conseiller d'ailleurs de ne jamais payer parce que vous n'avez absolument aucune garantie que le cybercriminel vous rende l'accès à votre ordinateur. Ne pas installer d'applications ou de programmes piratés ou dont les origines sont douteuses, donc toujours plutôt passer par les stores classiques. Si on vous envoie par SMS un lien pour installer une application, à éviter absolument. Souvent, ça va contenir des virus. Et pour l'escroquerie, là, on va plutôt être sur des sujets très très personnels plutôt qu'en cabinet. Mais du coup, les deux méthodes, l'escroquerie financière et le vol de données bancaires. Donc, on peut vous avoir volé des données bancaires
avec du phishing, avec du hameçonnage, etc. et essayer de vous pirater votre compte en banque. Ça, c'est une méthode assez classique. Et l'escroquerie financière, ça va finalement consister aujourd'hui, on a de plus en plus d'attaques de ce type et de personnes qui bien malheureusement se font avoir. Vous allez recevoir des coups de téléphone de personnes qui vont se faire passer pour votre conseiller bancaire ou pour quelqu'un qui va gérer la fraude ou une sorte de une sorte de service de police qui va vous indiquer que il semblerait que vous auriez eu des transactions un petit peu étonnantes sur votre compte en banque. On va vous parler de transactions de 1 500 € et vous demander si c'est bien vous qui les avez réalisées. Donc, non, ça ne sera pas vous. Et on va vous proposer du coup de les bloquer, de les annuler. Et on va vous proposer finalement de vous aider en vous faisant croire que vous avez déjà été victime d'une cyberattaque et on va vous proposer de vous aider à la résoudre et en vous mettant un petit peu la pression, en vous faisant peur, en jouant sur l'urgence et en vous faisant finalement par téléphone valider les notifications que vous allez recevoir sur votre application bancaire, en vous faisant croire qu'il s'agit ici d'opérations pour annuler des transactions douteuses ou pour vous protéger d'une cyberattaque. Et finalement, derrière, ça ne sera pas un vrai service de la banque, un vrai service de gendarmerie. Et ce que la personne sera en train de faire, c'est qu'elle vous fera valider des connexions à votre site de banque, des achats en ligne, des virements, des nouveaux bénéficiaires. Et ces attaques sont relativement bien faites dans le sens où on va vous mettre en confiance en vous donnant des informations que vous penserez que seule la banque ou seul un service de gendarmerie pourrait connaître. Parce qu'en fait, on va vous donner vos numéros de compte, on pourra même vous donner votre numéro de carte bleue, on pourra vous donner votre adresse, votre date de naissance. Et finalement, des données qui auraient pu être volées dans les premières parties de ce que l'on vous a montré tout à l'heure, justement. Le vol de données sert à alimenter des escroqueries financières. Ces attaquants, ces criminels auront beaucoup d'informations sur vous et justement vont s'en servir pour pour vous mettre en confiance en jouant sur l'urgence et vous demander de valider des paiements ou des opérations. De la même manière que la partie phishing et que la partie SMS, si ça vous semble bizarre, s'il y a des alarmes qui s'allument dans votre tête, 99% du temps, c'est une arnaque. Aucun organisme de banque, aucun organisme de gendarmerie ne vous demandera de valider des opérations par téléphone. Aujourd'hui, jamais, jamais, jamais quelqu'un de légitime ne vous demandera ça. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que beaucoup de personnes se font piéger, malheureusement, par ce type d'attaque. Et c'est compliqué par la suite d'arriver à récupérer son argent. Ça reste possible, hein, il est possible d'en parler à sa banque. Aujourd'hui, la jurisprudence va plutôt dans le sens des consommateurs pour des remboursements, mais ça reste quand même assez compliqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, 2024, enfin, des personnes ont dû aller en justice auprès de la banque pour arriver à se faire rembourser. Même si elles se sont fait rembourser, ça a été difficile. Donc, vraiment, je vous conseille d'être très vigilant par rapport à ça. Ce type d'attaque se multiplie et donc, jamais personne ne vous demandera de valider des opérations en ligne. Bon, je vous donnais un petit peu les comment vous en protéger. Donc, ne communiquez jamais d'informations personnelles aux bancaires par téléphone, par messagerie. Et un des petits points, c'est n'enregistrez pas vos coordonnées de carte bancaire sur les sites internet d'achat. On ne peut vraiment que vous conseiller de ne pas les enregistrer et si vous les avez fait, de les supprimer. On sait que ça redemande toujours un petit peu d'effort de re-renseigner pour chaque achat un numéro de carte bancaire, mais si ce site web se fait pirater, finalement, vos coordonnées bancaires se feront pirater, ou si votre compte
sur ce site se fait pirater, finalement, un cybercriminel pourra faire des achats à votre place. Et les conséquences financières pourraient être assez importantes. Et puis très rapidement, donc j'en ai terminé sur les quelques conseils que l'on peut vous donner. Puis on voulait vous partager quelques ressources et quelques liens utiles. Il existe une sensibilisation cybersécurité du coup organisée entre l'URPS Médecins et le GCS SARA avec des petites vidéos et des petits modules de sensibilisation et de formation que vous recevez chaque mois. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit, vous rentrerez dans le parcours. On vous remet le lien des services qui sont proposés par le GCS SARA avec l'ensemble des services liés à la télémédecine, la téléexpertise, la messagerie santé, etc. Et puis un site qui est très intéressant du coup pour les particuliers ou pour toutes les personnes qui justement ne sont pas en établissement, c'est le site cybermalveillance.gouv, donc un site du gouvernement qui propose beaucoup de ressources d'assistance et de prévention cybersécurité, donc à la fois avec des bons conseils, très pratiques, mais aussi si vous pensez être victime d'une cyberattaque, quelle qu'elle soit, il propose un site pour justement se diagnostiquer avec quelques questions. Vous pouvez faire une déclaration, euh, indiquer ce qu'il vous arrive et ils vont, à partir des réponses, ils pourront vous dire si oui ou non vous êtes victime d'une cyberattaque, de quelle nature et qu'est-ce que vous devez faire ou pouvez faire tout de suite pour vous en prémunir ou pour vous en protéger. Donc c'est assez bien fait, c'est une bonne ressource qu'on ne peut que vous conseiller de connaître. Typiquement, ça peut arriver d'être victime de toute forme de cyberattaque ou d'arnaque en ligne ou par téléphone. Il y a des bonnes ressources du coup pour vous assister avec même des liens pour vous permettre de déclarer ce qu'il faut à la gendarmerie, etc.